Abordons maintenant les modèles classificatoires dont certains ont été déjà abordés dans le cadre de ce cours, précisément l'analyse factorielle exploratoire et l'analyse factorielle confirmatoire, alors que d'autres modèles seront abordés maintenant, précisément le modèle d'équation structurale exploratoire et l'analyse de classe latente. Les modèles classificatoires appartiennent à une grande famille d'analyses statistiques dont le but est de chercher à réduire, condenser l'information contenue dans un grand ensemble de variables qui sont interdépendantes. Le but étant précisément de classer les individus dans des groupes homogènes. Alors pour mettre en application de telles analyses de classification, on va s'intéresser à ce problème de recherche où on est en présence de 6 mesures de type Likert en lien avec des problèmes externalisés chez des enfants québécois âgés de 6 à 11 ans. Alors, crie beaucoup, fait des crises de colère, agresse physiquement les gens, est impliqué dans des activités illégales, vole à d'autres endroits qu'à la maison, détruit les biens des autres. Donc ici, on a une variable qui est mesurée avec 3 points en particulier. Donc on va les considérer, ces variables, comme étant des variables continues. Alors, ici, les 6 variables observées sont en interdépendance. Donc on se pose la question de savoir pourquoi ces variables sont-elles en interdépendance. On pense que l'interdépendance entre ces variables observées s'explique par des dimensions. Que ces dimensions sous-jacentes soient des composantes principales ou des facteurs communs. En particulier, dans le cas de l'analyse en composantes principales, on cherche à décomposer l'ensemble de la variance des variables observées dans les données de l'échantillon. L'idée étant d'extraire le minimum de dimensions de composantes principales qui vont aller chercher, expliquer le maximum de variance possible. Donc ici, en analyse en composantes principales, on analyse toute la variance dans les données. Autrement dit, on pense qu'il n'y a pas d'erreur en particulier. C'est tout à fait le contraire dans le cas d'analyse des facteurs communs où on s'intéresse seulement à ce qui est commun aux variables observées, précisément à la variance commune, étant entendu qu'il y a une variance spécifique, unique à chacune des variables observées. Donc l'enjeu ici est d'aller chercher le minimum de facteurs qui vont extraire, expliquer le plus la variance commune. Et bien ici, on est dans l'analyse factorielle exploratoire proprement dite. Donc voilà un peu les nuances qui existent entre l'analyse en composantes principales et l'analyse factorielle exploratoire. Dans le cas de l'analyse factorielle exploratoire, on s'intéresse à la variance qui est commune aux variables observées, alors qu'en analyse en composantes principales, on s'intéresse à toute la variance dans les données. Et par conséquent, on peut voir que l'analyse en composantes principales est particulièrement appropriée lorsqu'on veut simplement réduire l'information disponible ou orthogonaliser simplement des variables de façon à pouvoir les inclure par exemple dans un modèle de régression par la suite, alors que l'analyse factorielle exploratoire proprement dite consiste plutôt à découvrir la structure latente qui se cache derrière l'interdépendance entre les variables observées. Voilà comment se présente le modèle factoriel exploratoire. C'est qu'on cherche effectivement à expliquer les corrélations entre les 6 variables observées ici. On part à la recherche des facteurs qui expliquent ces intercorrélations. Donc ici, chaque variable sature sur les facteurs. Étant entendu qu'ici, j'ai seulement représenté 2 facteurs, au fait, on aura autant de facteurs que de variables observées. Ici, on a 6 variables observées, et bien on aura 6 facteurs en particulier. Mais on veut obtenir le moins de facteurs possibles qui vont aller expliquer le plus de variance par rapport à la variance commune, de façon à pouvoir modéliser les erreurs de mesure, étant entendu qu'ici nous sommes en présence de modèles sans restriction. En particulier, on aura ici 12 coefficients de saturation. Pour chaque variable observée, on a
de coefficients de saturation. Un pour le facteur 1 et un autre pour le facteur 2. Si vous vous rappelez bien, on avait fini d'estimer un tel modèle à l'aide du logiciel M+. Ici, on a un qui carré de 7.39 qui s'avère non statistiquement significatif, et bien c'est tant mieux. Le LMCA est de seulement 0.034. Par conséquent, le modèle à deux facteurs s'ajuste bien aux données, étant entendu qu'ici, je n'ai pas montré les autres solutions, par exemple à un facteur et à trois facteurs. Voilà comment se présentent les coefficients de saturation lambda, ainsi que les erreurs de mesure, étant entendu que si vous élevez au carré chacun des coefficients de saturation et que vous mettez 1 moins ces coefficients de saturation au carré, vous retrouvez les erreurs de mesure. Alors j'ai sorti les mêmes résultats à l'aide des SPSS en utilisant la méthode de factorisation en axes principaux, autrement dit en facteurs communs. J'obtiens des coefficients de saturation qui diffèrent un peu légèrement des coefficients de saturation d'M+. Par contre, dans SPSS, lorsque j'opte pour le maximum de vraisemblance, comme dans M+, eh bien j'obtiens exactement les mêmes résultats en termes de coefficients de saturation. Ce qui signifie que lorsqu'on veut procéder à l'analyse factorielle exploratoire, il n'est même pas nécessaire d'utiliser un logiciel de modélisation comme M+. On peut se contenter d'SPSS puisque les deux logiciels donnent exactement les mêmes résultats, en notant qu'on utilise l'estimateur qui est le maximum de vraisemblance. Sauf que l'avantage d'M+, c'est de pouvoir donner des indices d'ajustement, comme on vient de le voir tout à l'heure. Mais en général, SPSS fait bien le travail dans le cadre de l'analyse factorielle exploratoire. Ce n'est pas le cas lorsqu'on veut estimer plutôt un modèle factoriel confirmatoire où on cherche plutôt à valider une structure factorielle préétablie, autrement dit, constituée d'un nombre fixe de facteurs. L'exemple est toujours donné de ces 6 variables observées dont on cherche à expliquer les intercorrélations. Si QI, colère et agresse sont corrélés entre elles, c'est dû à un facteur appelé agressivité. Si illégal, vol, destruction sont corrélés, c'est dû à un facteur appelé délinquance. De telle sorte qu'ici, on est en présence d'un modèle avec restriction. Précisément, chaque variable observée sature sur un seul facteur. Et au total, on aura 6 coefficients de saturation directe. Étant entendu qu'ici, les deux facteurs sont corrélés par défaut dans le cas d'un modèle factoriel confirmatoire. Mais voilà comment se présente le modèle factoriel confirmatoire, dont l'estimation suppose d'utiliser un logiciel de modélisation comme M+. Si vous vous rappelez bien, on avait estimé ce modèle et obtenu ces résultats. En particulier, on avait compté 19 paramètres. Ici, le nombre de liberté est de 8. Le modèle est certainement suridentifié. Alors, le qui carré est de 33.86 et il est statistiquement significatif, ce qui est moins intéressant. Par contre, le LMCA est de 0.066, qui est inférieur quand même à 0.08, et le CFI de 0.97, ce qui est largement supérieur à 0.90. Et donc, de manière générale, le modèle semble plus ou moins bien s'ajuster aux données, mais il est acceptable. Voilà comment se présentent les coefficients de saturation standardisés. Et donc, CLI sature sur agression avec un coefficient de 0.77, colère 0.81, agresse 0.59. Et pour ce qui est du facteur délinquance, illégal sature avec un coefficient de 0.46, vol 0.55 et destruction 0.50. Et donc on voit bien ici qu'on a des coefficients de saturation directs. Précisément, chaque variable sature sur un seul facteur. Alors cela peut constituer potentiellement un problème, puisque regardons bien ce qui se passe ici avec agresse. Agresse sature sur agression de seulement 0.59. Alors ce qui est quand même pas très élevé. On peut croire que agresse a un lien, partage quelque chose de commun avec illégal, vol et destruction. Et pourtant, cette variance commune n'est pas modélisée dans le cadre d'analyse factorielle confirmatoire. De telle sorte que dans l'ensemble, on peut obtenir un modèle qui ne s'ajuste pas bien aux données, parce qu'on fait contraindre chaque variable observée comme saturant sur un seul facteur. Alors que chaque variable aussi est en lien avec les autres variables
des autres facteurs. Il est possible donc d'améliorer l'ajustement du modèle en utilisant une nouvelle technique, donc une technique qui est assez récente, qu'on appelle modèle d'équation structurale exploratoire. Voilà comment se présente le modèle. Donc au départ, il s'agit d'un modèle factoriel confirmatoire, comme vous l'avez devant vous. Mais puisque chaque variable observée est en lien avec les autres variables observées, même si ces variables ne saturent pas parfaitement sur un même facteur, il va falloir effectivement, pour par exemple illégal, même si cette variable sature sur délinquance, il va falloir aussi la faire saturer sur agressivité, mais faiblement. Faire saturer vol sur agressivité faiblement, faire saturer destruction sur agressivité faiblement, mais aussi faire saturer CRI par rapport à délinquance faiblement, agresse par rapport à délinquance faiblement, et finalement faire saturer colère faiblement sur délinquance. Autrement dit, aux 6 coefficients de saturation directe vont s'ajouter 6 nouveaux coefficients mais croisés. L'idée est de chercher à obtenir des coefficients croisés qui se rapprochent le plus possible de 0. Ben voilà ce qu'on appelle le modèle d'équation structurale exploratoire. Donc c'est un modèle qui combine et l'analyse factorielle confirmatoire et l'analyse factorielle exploratoire. Le but étant tout simplement d'améliorer l'ajustement du modèle de façon à tenir compte des covariations communes, c'est-à-dire des covariances que partagent les 6 variables observées ici. Voilà comment se présente la syntaxe d'M+, puisqu'il s'agit d'une nouvelle technique. Alors je présente ici la syntaxe. J'ai enlevé listwise et laissé l'option par défaut, de façon à signifier à M+, de maximiser toute l'information disponible dans les données. Par défaut, l'estimateur, c'est le maximum de vraisemblance. Étant entendu qu'ici, on va mettre rotation égale target pour pouvoir obtenir des coefficients de saturation croisés qui se rapprochent le plus possible de 0. Étant entendu par défaut, on a une rotation oblique. Autrement dit, on va corréler les deux facteurs, agressivité et délinquance. Voilà comment se présente le modèle ici. Alors, on a agresse by CRI, colère, agresse. Autrement dit, ce sont les 3 variables observées qui saturent de façon convaincante sur agresse. Mais on va quand même faire saturer les 3 autres variables observées, illégale, vol, destruction sur agresse, mais de façon faible. D'où ce signe approximatif 0, qui signifie qu'on fait saturer effectivement ces 3 autres variables de façon faible. L'idée étant d'obtenir des coefficients de saturation croisés, mais le plus faible possible. Alors on va mettre astérix ECM1 pour pouvoir estimer effectivement le facteur en particulier. Pour délinquance, alors on aura délinque by illégal, vol, destruct pour obtenir les coefficients de saturation directe, mais aussi on va faire saturer CRI, colère, agresse faiblement sur délinquance. Ben voilà comment se présente le modèle d'équation structurale exploratoire. J'appuie sur Run et j'obtiens ces informations. En l'occurrence, nous obtenons 23 paramètres. Rappelez-vous, dans le cas du modèle factoriel confirmatoire, on avait 19 paramètres. Et donc, clairement, 4 nouveaux paramètres sont rajoutés. Il s'agit des 2 coefficients de saturation croisés du facteur agressivité et des 2 autres coefficients de saturation croisés du facteur délinquance. Étant entendu que pour chacun de ces 2 facteurs, bien, le premier lien est plutôt contraint à 1. Le nombre d'informations ne change pas. La différence donne 4 comme degré de liberté. Donc on voit bien que le nombre de degrés de liberté chute ici avec le modèle d'équation structurale exploratoire. Pourquoi? Parce qu'on obtient de nouveaux paramètres alors que le nombre d'informations disponibles ne change pas. Somme toute, nous sommes en présence d'un modèle sur-identifié, dont le qui carré est de 7,64 et ne s'avère pas statistiquement significatif. Et donc, on voit bien que le modèle d'équation structurale exploratoire s'ajuste bien aux données, d'autant plus que le LMCA est de 0,035, ce qui est de loin inférieur à 0,08, et le CIFI frise la perfection. Il est de 0,996.
ce modèle s'ajuste donc bien aux données. Voilà comment se présentent les paramètres estimés du modèle. Pour ce qui est des loadings directs de Agreste, donc on a CLI qui sature sur Agreste avec un coefficient de 0.819, Colaire 0.85, Agreste 0.429. Alors ce qu'on appelle les coefficients de saturation directs. Étant entendu qu'on modélise aussi les coefficients de saturation croisés, mais qui sont faibles ici. De même, pour délinquance, vous avez les coefficients de saturation directs, de illégal vol, destruction, mais aussi les coefficients de saturation croisés de CLI, Colaire, Agreste qui sont les plus faibles possibles. Étant entendu qu'ici, les deux facteurs sont corrélés entre eux et la corrélation statistiquement significative. Et comparons maintenant ces résultats à ceux du modèle factoriel confirmatoire. Et donc, on voit clairement que le modèle d'équation structurale exploratoire s'ajuste beaucoup mieux aux données que le modèle factoriel confirmatoire. Donc ici, le Q-carré est de 7.64, n'est pas significatif. Les RMC à 0.035 et le CFI 0.99, comparativement aux indices de l'analyse factorielle confirmatoire. Bien, voilà l'intérêt du modèle d'équation structurale exploratoire, c'est qu'il permet effectivement d'améliorer l'ajustement d'un modèle. En particulier, il offre un bon compromis entre l'analyse factorielle exploratoire et l'analyse factorielle confirmatoire. Étant entendu que souvent les instruments de mesure psychologique sont obtenus avec une solution factorielle exploratoire bien solide, mais lorsqu'on cherche à valider les propriétés psychométriques de ces instruments de mesure à l'aide d'un modèle factoriel confirmatoire, on obtient des résultats qui ne s'ajustent pas bien aux données. En l'occurrence, le modèle factoriel confirmatoire ne supporte pas souvent les instruments de mesure. En ce qui me concerne, je travaille souvent avec des professeurs au département de psychoéducation sur des modèles factoriels confirmatoires qui ne supportent pas leurs instruments de mesure. Et souvent, ce que je fais, c'est que j'utilise le modèle d'équation structurale exploratoire pour pouvoir améliorer l'ajustement de tel modèle. Une autre technique de classification qu'on aborde maintenant est l'analyse de classes latentes, qui consiste simplement à isoler les individus dont les réponses sont similaires des autres individus dont les réponses sont différentes, de façon à obtenir ce qu'on appelle des groupes homogènes, précisément des classes latentes. C'est l'équivalent de l'analyse factorielle, mais dans la situation où on analyse des variables observées qualitatives, précisément dichotomiques. Étant entendu qu'il est possible d'inclure dans un seul modèle de classe latente et des variables qualitatives, dichotomiques, et des variables quantitatives. Mais strictement parlant, lorsqu'on travaille avec des variables observées qualitatives et qu'on veut obtenir une variable latente en termes catégoriels, qualitative, on utilise ce qu'on appelle l'analyse de classe latente. Pour des variables observées quantitatives, l'analyse de classe latente est souvent appelée analyse de profil latent. Étant entendu que lorsqu'on analyse des variables quantitatives et que la variable latente est de nature quantitative, bien, on fait de l'analyse factorielle. Lorsque les variables observées sont qualitatives et que la variable latente est quantitative, on parle d'analyse de traits latents. Et donc, on voit bien que l'analyse de classe latente est assez similaire à l'analyse factorielle. Alors, on va s'intéresser toujours à notre problème de départ. On cherche à expliquer les intercorrélations entre les 6 variables d'intérêt qu'on a fini ici de dichotomiser. Alors, j'ai isolé 0, pas vrai. Autrement dit, on ne présente pas le comportement ou le problème externalisé. 1, plus ou moins, ou parfois vrai. Voilà comment j'ai recodé les variables observées de façon à obtenir des variables dichotomiques et ainsi utiliser, strictement parlant, l'analyse de classe latente. Et donc, derrière ces variables observées, on pense qu'il y a une structure latente qui explique effectivement les intercorrélations. Et cette variable latente, elle est constituée de K catégories ou de K classes, ce qu'on appelle le modèle de classe latente. Alors, pour spécifier le modèle de classe latente, j'ai saisi cette syntaxe
En l'occurrence, puisqu'ici les variables sont catégorielles, dichotomiques précisément, il faut les signifier au logiciel M+, en mettant categorical égal, vous mettez les noms des variables catégorielles. C'est peut-être tout ce qui est nouveau par rapport à la syntaxe des classes de trajectoire latente. Ici, on va à la recherche d'une solution à une classe, deux classes, trois classes, jusqu'à 6 ou 8 classes. Étant entendu qu'ici, vous avez une solution à 4 classes. Le type d'analyse, c'est mixte, mixture. Et technique 11 nous permet de savoir si l'ajout d'une classe supplémentaire améliore ou pas le modèle. Autrement dit, on cherche à tester la signification statistique d'un modèle à K classes par rapport à un modèle à K-1 classe. Et ici, vous avez la syntaxe qui permet de sortir le graphique des classes. Et finalement, il est possible de sauvegarder les probabilités d'affectation classe, précisément les classes, dans un fichier de données avec lequel on peut poursuivre les analyses en particulier. Alors ici, j'estime un modèle à une classe, j'obtiens un BIC de 4440.1. Le BIC à deux classes est de 4144, l'entropie 0.74. La solution à deux classes diffère significativement de la solution à une classe. Et donc je peux continuer à estimer la solution à trois classes avec un BIC de 4118.8, une entropie de 0.67, une solution à trois classes qui diffère statistiquement parlant de la solution à deux classes, et donc on continue à estimer une solution à quatre classes qui donne une entropie de 0.74 et qui diffère statistiquement parlant de la solution à trois classes, et donc on continue à estimer une solution à trois classes, par contre qui n'est pas significativement différente de la solution à quatre classes. Et par conséquent ici, lorsqu'on amalgame les trois critères, il semble que la solution à quatre classes soit la solution optimale. On retient donc cette solution à quatre classes. Interprétons maintenant les résultats. Alors ici, ils sont présentés sous forme de probabilité conditionnelle. Autrement dit, ce sont les probabilités d'appartenir à une classe conditionnellement à des scores en lien avec des variables, avec les variables observées. En l'occurrence, ici vous avez la classe 1. Alors, les enfants qui effectivement appartiennent à la catégorie 2, autrement dit côté 1 si vous voulez, autrement dit les enfants qui sont en colère ont 60% de chance d'appartenir à la classe 1. Les enfants qui agressent ont 75% d'appartenir à la classe 1. Les enfants qui font des choses illégales, 76% d'appartenir à la classe 1. Et les enfants qui détruisent des biens, 61% d'appartenir à la classe 1. Et donc on voit bien ici que ce sont des enfants qui sont délinquants. Qu'en est-il de la classe 2? Donc 17% des enfants qui crient appartiennent à la classe 2. La probabilité d'appartenir à la classe 2 est de 18% lorsqu'on est en colère, 3% lorsqu'on agresse, 0.2% lorsqu'on fait des choses illégales, 0.2% lorsqu'on fait du vol, et 6% lorsqu'on détruit des biens. Et donc ici, on voit que les probabilités d'avoir ces problèmes externalisés sont très faibles. Et donc ce sont des enfants sans problème externalisés. Qu'en est-il de la classe 3? Eh bien, les enfants qui crient ont 100% de chance d'appartenir à la classe 3, qui font des crises de colère 93%, agressent 71%, volent 47%, destruction 54%. Et donc ce sont des enfants qui sont à la fois agressifs et délinquants. Et finalement, pour ce qui est de la classe 4, les enfants effectivement qui crient ont 87% de chance d'appartenir à la classe 4. Les enfants qui font des crises de colère, 91% d'appartenir à la classe 4, et par conséquent ce sont des enfants qu'on peut qualifier d'hostiles. Ben voilà comment interpréter et étiqueter les 4 classes de la solution optimale, étant entendu qu'on peut les représenter visuellement à travers ce graphique. En l'occurrence, les enfants qui sont délinquants constituent le groupe le plus faible avec seulement 2,6%. Les enfants sans problème externalisé représentent 41,5%, c'est le groupe le plus important. Les enfants agressifs et délinquants autour de 20,7%, et finalement les enfants qui sont hostiles 35,2%. Donc voilà comment se répartissent les enfants
dans les 4 classes latentes dont nous connaissons la prévalence. Se pose maintenant la question de savoir quoi faire avec les classes latentes. 3 approches sont connues pour examiner l'association entre les classes latentes ainsi générées et des variables externes d'intérêt. En l'occurrence, pour plus de détails, je vous réfère à la présentation 2 qui porte essentiellement sur ces 3 approches qui sont utilisées de façon à analyser des classes latentes. En particulier l'approche classique, l'approche en une étape et surtout la nouvelle approche en 3 étapes qui fait l'objet essentiellement de cette présentation. Étant entendu que quelle que soit l'approche retenue, il faut toujours déterminer la solution optimale avant d'inclure des variables externes ou des variables auxiliaires dans un modèle de classe latente. Assez rapidement, on va parcourir ces 3 approches. En particulier, l'approche classique en 3 étapes consiste dans un premier temps à estimer le modèle de classe latente, ensuite sauvegarder les probabilités d'affectation des individus aux classes de façon à obtenir une base de données à merger avec une autre base de données, par exemple SPSS, de façon par la suite à poursuivre les analyses. En particulier, on peut impliquer des prédicteurs qui vont chercher à expliquer l'appartenance à des classes plutôt que d'autres classes en utilisant le modèle de régression logistique, ou bien utiliser des tests de comparaison de moyenne de façon à comparer les classes latentes eu égard à une variable dépendante quantitative d'intérêt. Sauf que cette approche classique en 3 étapes non seulement ne modélise pas les erreurs de classification, on pense qu'il n'y a pas d'erreur de classification, que la classification est parfaite et qu'on peut chercher effectivement à faire des analyses sur ces classes, mais aussi et surtout, cette approche sous-estime la force des relations entre les classes latentes ainsi générées et les variables externes. C'est la raison pour laquelle cette approche est presque abandonnée de nos jours et préférée à ce qu'on appelle l'approche en une seule étape, qui consiste simplement à inclure les prédicteurs simultanément dans le modèle de classe latente, une fois bien sûr qu'on a fini d'obtenir la solution optimale. En particulier, lorsqu'on pense que des prédicteurs sont associés aux variables observées, aux indicateurs observés, on peut inclure ces prédicteurs directement dans le modèle, ou bien considérer effectivement les variables externes comme étant des indicateurs. Mais souvent, on va surtout considérer les variables externes comme étant des prédicteurs de façon à expliquer l'appartenance à des classes plutôt qu'à d'autres classes. Et donc cette approche permet en fait de maximiser la force des relations entre les prédicteurs et la variable latente en termes de classe ici comparativement à l'approche classique en 3 étapes. Sauf qu'ici, on le voit bien, lorsqu'on introduit des prédicteurs dans le modèle de classe latente, eh bien, cela va contribuer à faire bouger les classes tout simplement. Autrement dit, les proportions des classes vont changer à la suite de l'introduction des prédicteurs. Or, cela ne cadre pas avec l'approche habituelle dans le milieu de la recherche. En fait, dans le milieu de la recherche, habituellement, on cherche d'abord à générer un nombre optimal de classes qu'on va chercher ensuite à expliquer. Alors qu'ici, tout cela se fait simultanément. De cette sorte qu'il est difficile d'interpréter les classes en présence des prédicteurs. Et donc c'est la raison pour laquelle on utilise de plus en plus la nouvelle approche en 3 étapes, qui consiste d'abord à générer le nombre optimal de classes. Ensuite, en même temps, on collige l'information concernant les probabilités d'affectation des individus aux classes. Et on fixe les classes de façon à ce qu'elles ne bougent pas. Et finalement, on inclut dans le modèle des prédicteurs, par exemple, ou bien des variables distales, de façon à mieux expliquer les différences entre les classes. Mais voilà ce qu'est la nouvelle approche en 3 étapes, qui est particulièrement intéressante parce qu'elle cadre avec la logique même de l'analyse de classes latentes, qui consiste simplement à d'abord obtenir un nombre optimal de classes avant de chercher effectivement à expliquer les différences entre les classes, et ce, tout en s'assurant que les classes restent intactes, autrement dit ne bougent pas.